Avez-vous déjà seulement effleuré l'idée, ne serait-ce qu'un instant, de vous éveiller un matin dans le silence assourdissant de votre propre maison, pour réaliser que les voix cristallines de vos filles, ces mélodies qui rythmaient votre existence, se sont éteintes à tout jamais? Avez-vous imaginé que leurs éclats de rire, ces explosions de joie pure, et les tendres « papa » chuchotés à votre oreille, avaient tout simplement disparu, volatilisés dans l'abîme d'un chagrin sans nom? C'est précisément le cataclysme qui a frappé Stéphane Leroy, un multimillionnaire français dont la fortune colossale s'est avérée impuissante face à la tragédie. Sa vie, autrefois une symphonie de bonheur, s'était muée en une complainte silencieuse. Un après-midi d'avril, cependant, alors que le soleil de Provence inondait les champs de lavande, il rentra plus tôt d'une réunion à Avignon. Poussant la lourde porte en chêne de sa demeure, il fut guidé par un son qu'il n'avait plus entendu depuis une éternité, des chuchotements. Il surprit ses filles jumelles, Léa et Zoé, vêtues de blouses blanches de déguisement, en train de jouer au docteur avec la nouvelle employée de maison, une jeune femme discrète nommée Camille. Et ce qui le foudroya, ce qui fit vaciller son monde sur ses fondations, ce fut de les entendre parler. Pour la première fois depuis la perte tragique de leur mère, leur voix s'élevait, fluette mais claire, dans la lumière dorée de leur chambre. Cette histoire, empreinte de désespoir et de résilience, vous bouleversera du début à la fin. Avant de la découvrir, prenez un instant pour vous abonner à notre chaîne. Ici, nous redonnons vie aux souvenirs et aux voix qui, trop souvent, n'ont jamais eu leur place, mais qui renferment la sagesse poignante de toute une vie. Stéphane rentrait d'un voyage d'affaires à Paris, finalisant une acquisition qui ajouterait encore quelques millions à son empire, lorsqu'il reçut l'appel que personne ne souhaite jamais recevoir. Son téléphone vibra sur la table de chevet de sa suite luxueuse surplombant la Seine. La voix à l'autre bout du fil était celle de son beau-frère, brisé, méconnaissable. Son épouse, Isabelle, était décédée dans un accident de voiture sur une petite route de campagne. Le monde de Stéphane s'effondra. Mais ce furent leurs filles jumelles, Léa et Zoé, deux petites fées à accent grave peine 5 ans, qui subirent le contre-coup le plus terrible, une onde de choc invisible qui brisa quelque chose d'essentiel en elles. Quand Stéphane arriva enfin à la grande maison de campagne en Provence, près d'Avignon, la demeure était méconnaissable. Le mas provençal, d'ordinaire baigné de lumière et de vie, était plongé dans un silence anormal, un silence lourd, étouffant, qui semblait absorber tout l'oxygène de l'air et assourdir les couleurs des bougainvilliers grimpants. Léa et Zoé étaient assises sur le tapis de leur chambre, enlacées l'une contre l'autre, leurs petites silhouettes fragiles ne formant qu'une seule ombre. Leur regard était perdu dans le vide, fixant un point invisible sur le mur d'en face, un mur tapissé de dessins joyeux qui semblaient désormais se moquer de leur chagrin. Il s'agenouilla devant elle, le cœur en miettes, une douleur physique le tordant de l'intérieur. Il essaya de trouver les mots justes, des mots capables de penser l'impensable, mais il n'y avait que du vide. Ces mots n'existaient pas. Il les supplia de dire quelque chose, n'importe quoi, un murmure, un sanglot. Il les implora de lui accorder un regard, un signe de reconnaissance, une minuscule étincelle dans leurs yeux devenus opaques. Rien. Les fillettes, comme si elles avaient conclu un pacte secret, avaient tout simplement cessé de parler. Le son de leur voix avait été enseveli avec leur mère. Dans les jours qui suivirent, une angoisse dévorante s'empara de Stéphane. Il fit ce que n'importe quel père désespéré et fortuné aurait fait. Il contacta les plus grands spécialistes de France, faisant jouer ses relations, promettant des fortunes. C'est ainsi que le docteur Nathalie Moreau entra en scène. Neurologue de renom, consultante pour le prestigieux groupe Santé France et vieille amie de la famille Leroy, elle incarnait l'excellence médicale. Grande, élégante, avec un sourire rassurant et des yeux d'un bleu glacial qui semblaient tout analyser, elle projeta une image de compétence et d'empathie. Nathalie examina les jumelles avec une attention méticuleuse, déployant une façade de compassion parfaitement maîtrisée. Elle effectua une batterie de tests, des IRM fonctionnels, des évaluations cognitives complexes, en collaboration avec un confrère neurologue de Toulouse. Quelques jours plus tard, les résultats en main, elle convoqua Stéphane dans le grand bureau de la maison. Assise en face de lui, elle prononça son diagnostic avec une expression grave et solennelle, chaque mot pesé pour un impact maximal. Stéphane, je suis profondément désolé. Le traumatisme de la perte a été si sévère, si brutal, qu'il a provoqué des lésions irréversibles dans les zones du langage. C'est un cas de mutisme post-traumatique permanent. Elles ne reparleront jamais. Stéphane sentit le sol se dérober sous ses pieds. L'air lui manqua, et le monde autour de lui, les livres,
les tableaux, le visage de Nathalie, se mit à tanguer violemment. « Jamais ?» demanda-t-il d'une voix tremblante, un murmure étranglé qui lui écorcha la gorge. « Jamais », répondit Nathalie, posant une main sur son épaule dans un geste de fausse compassion qu'il ne sut déceler. Sa poigne était ferme, presque propriétaire. « Mais nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir. Des thérapies, des traitements expérimentaux, un suivi continu. Vous pouvez compter sur moi, Stéphane. Je ne vous abandonnerai pas. » Ainsi commença un marathon exténuant de 6 mois. Consultations hebdomadaires, médicaments coûteux aux noms imprononçables, thérapies aux tarifs exorbitants, et des appareils de stimulation neurologique importés des 4 coins du monde. Stéphane dépensa des fortunes sans compter, engageant les meilleurs professionnels d'Europe, transformant la maison de campagne en une clinique privée aseptisée où les rires d'enfants avaient été remplacés par les bips des machines. Mais Léa et Zoé restaient murées dans leur silence impénétrable. La demeure, autrefois remplie de vie et des courses folles dans le jardin, était devenue un mausolée froid et austère, un monument à la joie perdue. Stéphane dormait à peine. Le jour, il se noyait dans le travail, une fuite éperdue pour ne pas penser, pour ne pas sombrer. La nuit, il restait des heures à contempler ses filles endormies, leurs visages d'anges paisibles, se demandant s'il entendrait un jour à nouveau le son de leur voix, ne serait-ce que dans ses rêves. C'est alors que, au plus profond de son désespoir, tout bascula. 6 mois après la tragédie, Stéphane dut se résoudre à engager quelqu'un pour l'aider à entretenir l'immense maison. L'équipe en place était surchargée, et il parvenait à peine à prendre soin de lui-même, encore moins d'une si grande propriété. C'est ainsi que Camille Dupont entra dans leur vie, silencieusement, sur la pointe des pieds. Camille avait 30 ans, des yeux fatigués qui en disaient long sur les épreuves traversées, et un sourire discret qui semblait cacher une profonde histoire. Son curriculum vitae, succinct, indiquait simplement « employé de maison ». Expérience dans des maisons familiales. Ce que le CV ne mentionnait pas, c'est que 2 ans auparavant, Camille avait été une infirmière prometteuse, l'une des plus douées de sa promotion, travaillant dans l'un des principaux hôpitaux de Toulouse. Jusqu'à ce que son monde s'effondre. Camille fut accusée de négligence médicale après le décès d'un patient. L'enquête fut bâclée, les pressions immenses. Le rapport technique, accablant, la cloua au pilori. Elle perdit son droit d'exercer, son emploi, sa réputation. Elle perdit la vie qu'elle avait mis tant d'années à construire. Et le rapport qui avait tout détruit portait une signature, froide et implacable, celle du docteur Nathalie Moreau. Camille ignorait que la même femme médecin qui avait ruiné son existence s'occupait maintenant des filles de l'homme pour qui elle allait travailler. Coïncidence ? Le destin a de ces ironies cruelles, de ces fils invisibles qui se tissent dans l'ombre. Pour son premier jour, Camille arriva à la maison de campagne avec un vieux sac à dos et une nervosité palpable. Stéphane la regarda à peine, lui donna des instructions sommaires d'une voix lasse, lui fit faire le tour de la propriété en pilote automatique, et retourna s'enfermer dans son bureau. Mais Camille remarqua immédiatement les fillettes. Léa et Zoé étaient assises dans le salon, jouant en silence avec leurs poupées. Aucun son, aucun mot, seulement des gestes lents et mécaniques, comme des automates au cœur brisé. Camille sentit une boule se former dans sa gorge. Elle connaissait ce regard, ce vide insondable, pour l'avoir vu trop souvent à l'hôpital. Alors, sans trop réfléchir, obéissant à une impulsion plus forte qu'elle, tout en nettoyant le grand salon, Camille se mit à chanter. C'était une vieille chanson, une berceuse que sa grand-mère lui fredonnait quand elle était enfant, une mélodie simple parlant d'étoiles et de bateaux sur l'eau. Sa voix était douce, mélodieuse, chargée d'une tendresse authentique qui trancha avec l'atmosphère glaciale de la maison. Léa leva la tête, ses mouvements se figeant. Zoé arrêta de coiffer sa poupée. Les 2 enfants fixèrent Camille avec une intensité que personne, ni les psychologues, ni les thérapeutes, ni même leur père, n'avaient réussi à susciter en elle depuis des mois. Stéphane, qui passait dans le couloir, resta figé sur place. Il observa la scène de loin, caché dans l'embrasure d'une porte, le cœur battant à tout rompre. Ses filles réagissaient. C'était infime, presque rien, mais c'était un début. Les jours suivants, un phénomène étrange se produisit. Léa et Zoé se mirent à suivre Camille partout dans la maison, comme 2 petites ombres silencieuses. Elle ne parlait toujours pas, mais elle restait près d'elle, observant chacun de ses mouvements avec une curiosité nouvelle. Et Camille, presque sans s'en rendre compte, instaura une routine. Elle chantait en travaillant,
racontait des histoires à voix haute même sans réponse, et simulait des conversations amusantes avec elle-même en faisant la poussière, ce qui arrachait parfois aux fillettes de timides sourires, des étincelles de vie dans leurs yeux éteints. Stéphane commença à rentrer plus tôt du travail, prétextant des dossiers à finir à la maison, uniquement pour observer cette interaction discrète et miraculeuse. Il voyait se produire sous ses yeux quelque chose que les médecins les plus chers n'avaient pas réussi à accomplir. Camille ramenait la vie dans cette maison, note par note, histoire par histoire. Mais il ne comprenait pas comment, et cette incompréhension le mettait mal à l'aise, le confrontant à sa propre impuissance. 3 mois passèrent. Camille faisait désormais partie intégrante de leur quotidien. Les jumelles la suivaient comme 2 ombres fidèles, parfois lui tendant un jouet, ou posant leur tête sur ses genoux quand elle faisait une pause dans le jardin. Et puis, par un après-midi ordinaire d'avril, l'extraordinaire se produisit. Stéphane rentra plus tôt que d'habitude. La maison était étrangement silencieuse. Il monta les escaliers à pas de loup, le cœur serré d'une angoisse qu'il ne s'expliquait pas, et entendit des rires étouffés provenant de la chambre des filles. Il ouvrit doucement la porte, et ce qu'il vit le laissa pétrifié, le souffle coupé. Camille était allongée sur un matelas posé au sol, les yeux fermés, feignant d'être malade dans un jeu improvisé. Léa et Zoé se tenaient à ses côtés, vêtues de blouses blanches de déguisement, des stéthoscopes en plastique autour du cou. Elles jouaient au docteur. Et c'est alors que le miracle eut lieu, un miracle chuchoté. « Maman, tu dois prendre ton médicament », dit Léa d'une voix fluette mais parfaitement claire, en tendant une cuillère vide vers Camille. « Oui maman, sinon tu ne vas pas guérir », ajouta Zoé, brandissant une seringue enjouée avec un air très sérieux. « Maman. » Elle l'avait appelée maman. Et elles avaient parlé. Stéphane sentit ses jambes flageoler. Des larmes se mirent à couler sur son visage, des larmes chaudes, incontrôlables. Il porta la main à sa bouche pour étouffer un sanglot qui menaçait de tout faire exploser en lui, et s'effondra littéralement sur place, appuyé contre le cadre de la porte, secoué de spasmes. Elles avaient parlé. Après 9 mois de silence de mort, ses filles avaient parlé. Camille ouvrit les yeux, effrayée de voir Stéphane là, et se releva aussitôt, embarrassée. « Monsieur le roi, je ne voulais pas. Ce sont elles qui ont commencé le jeu, et je n'ai pas voulu les décevoir. » Mais Stéphane leva la main, toujours en pleurs, incapable de prononcer un mot. Il entra dans la chambre, s'agenouilla devant ses filles et les serra dans ses bras avec une force désespérée, comme pour les protéger du monde entier, comme pour s'assurer qu'elles étaient bien réelles. « Papa, il pleure ?» demanda Léa, confuse, sa petite main tapotant son dos. « Ce n'est rien, ma princesse. Ce sont juste des larmes de bonheur, » répondit-il, la voix brisée par l'émotion. Le soir même, encore euphorique, Stéphane appela immédiatement le docteur Moreau pour lui annoncer la nouvelle. Il s'attendait à ce qu'elle partage sa joie, à ce qu'elle crie au miracle. Mais sa réaction fut étrange, presque glaciale. « Stéphane, c'est préoccupant, » dit Nathalie d'une voix sérieuse et clinique. Les filles appellent une employée un maman. Cela peut être le signe d'un attachement insécurisant, d'une confusion émotionnelle grave. Cette femme représente un risque. Un risque ? Nathalie, elles ont reparlé. Temporairement, et de manière désordonnée. J'ai besoin d'évaluer cela personnellement. Et avec tout le respect que je vous dois, Stéphane, savez-vous vraiment qui est cette femme ? D'où vient-elle ? Avez-vous vérifié ses antécédents ? Stéphane resta silencieux, le doute s'insinuant comme un poison. Je vais enquêter, dit Nathalie d'un ton protecteur. Par précaution. C'est là que tout recommença à s'effondrer. Nathalie, grâce à son vaste réseau de contacts et à son absence totale de scrupules, ne mit pas longtemps à découvrir le passé de Camille. Elle se précipita chez Stéphane pour le lui révéler, triomphante. Elle a été radiée de l'ordre des infirmières pour négligence grave. Elle a causé la mort d'un patient, Stéphane. Elle travaille illégalement, se faisant passer pour ce qu'elle n'est pas. Voulez-vous vraiment d'une telle personne auprès de vos filles ? Stéphane sentit son sang se glacer. La trahison, la peur. Il convoqua Camille le soir même dans son bureau. « C'est vrai ? » demanda-t-il d'une voix dure, méconnaissable. « Vous étiez infirmière ? Vous avez été radiée ? » Camille baissa la tête, les mains tremblantes. « Oui, mais... »
Ce n'est pas comme ils l'ont dit. J'ai été victime d'une injustice. Le patient était déjà dans un état critique à son arrivée. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Mais vous avez menti. Vous avez menti sur votre CV. Vous êtes entré chez moi en cachant votre véritable identité. J'avais besoin de travailler. Personne n'engage une infirmière radiée. Je n'avais pas le choix. Sortez de chez moi, dit Stéphane d'une voix glaciale, chaque mot un éclat de glace. Camille sentit les larmes couler, mais n'implora pas. Sa fierté était tout ce qui lui restait. Elle prit ses quelques affaires et partit sans un mot de plus, disparaissant dans la nuit provençale. Et Léa et Zoé, qui avaient tout entendu du haut de l'escalier, retournèrent à leur silence, un silence encore plus profond, plus lourd qu'auparavant. Les jours suivants, Stéphane tenta de reprendre la routine. Il engagea une autre personne, une gouvernante expérimentée aux références impeccables. Mais les filles régressèrent complètement. Elles ne parlaient plus. Elles restaient dans leur chambre, enlacées, le regard fixé sur la porte, comme si elles attendaient le retour de Camille. Stéphane était désespéré et furieux. Furieux contre Camille pour son mensonge. Furieux contre Nathalie d'avoir eu raison. Furieux contre lui-même d'avoir laissé cette situation se produire. Mais un détail attira son attention. En cherchant des documents dans son bureau, il tomba sur un vieux rapport médical caché au fond d'un tiroir qu'il n'ouvrait jamais. Il concernait Léa et Zoé, daté de 6 mois. Signé par un certain docteur Julien Mercier, de Toulouse. Stéphane fronça les sourcils. Il ne connaissait pas ce médecin. Pourquoi l'un de ces rapports se trouvait-il là? Il ouvrit le document et se mit à lire. Et plus il lisait, plus son monde s'écroulait. Le rapport disait, les patientes présentent un traumatisme émotionnel aigu et un trouble du traitement sensoriel. Diagnostic, mutisme sélectif temporaire, avec un excellent pronostic. Avec une intervention adéquate, un environnement accueillant, des stimulations sensorielles douces, de la musicothérapie et une présence affective constante, une récupération totale de la parole est attendue d'ici 3 à 6 mois. Stéphane le lut 3 fois, le souffle court. Puis, les mains tremblantes, il prit son téléphone et appela le docteur Mercier. « Allô, qui est à l'appareil ?»« Docteur Mercier, je m'appelle Stéphane Leroy. Vous avez évalué mes filles il y a 6 mois. J'ai besoin de comprendre quelque chose. Pourquoi n'ai-je jamais reçu ce rapport ?» Il y eut une pause à l'autre bout du fil. « Monsieur Leroy. J'ai envoyé le rapport directement au docteur Nathalie Moreau, comme elle me l'avait demandé. Elle m'a dit qu'elle vous transmettrait tout personnellement et qu'elle superviserait le protocole. » Stéphane raccrocha et fixa le vide. Nathalie avait caché le rapport. Elle avait falsifié le diagnostic. Elle lui avait menti. Et soudain, tout devint clair comme de l'eau de roche. Les traitements onéreux, les consultations interminables, l'insistance de Nathalie à suivre les filles personnellement. Santé France empochant des millions avec des thérapies expérimentales inutiles. Léa et Zoé n'étaient pas des patientes, elles étaient des otages, un cas rare et lucratif. La rage bouillonnait en lui, une fureur froide et calculatrice. Mais avant toute chose, il devait en avoir le cœur net. 2 jours plus tard, Stéphane installa Léa et Zoé dans la voiture et conduisit jusqu'à Toulouse. Il avait pris rendez-vous avec le docteur Mercier sans prévenir personne. Et il avait emmené Camille avec lui. Oui, Camille. Il l'avait retrouvée, s'était excusé à genoux, et l'avait supplié de les accompagner, car il savait au fond de lui qu'elle était la seule personne qui comptait vraiment pour ses filles. Le cabinet du docteur Mercier était simple, accueillant. Il examina les jumelles avec calme, posa des questions, observa leur interaction avec Camille. Puis il regarda Stéphane avec un sourire tranquille. « Monsieur Leroy, vos filles n'ont jamais souffert de mutisme permanent. Le diagnostic a toujours été temporaire. Le traumatisme qu'elles ont vécu nécessitait d'être traité avec de l'affection, de la présence et de la sécurité émotionnelle. Et d'après ce que je vois, » il regarda Camille qui tenait la main des fillettes, elles ont trouvé exactement cela. Stéphane ferma les yeux et inspira profondément. Alors. Nathalie a menti. Je ne sais pas ce que le docteur Moreau vous a dit, mais je peux vous affirmer que le traitement adéquat n'a jamais été la médication lourde ou les thérapies invasives. C'était l'amour, la présence, la musique, le jeu.
Tout ce que cette jeune femme leur a apparemment offert sans rien demander en retour. Stéphane regarda Camille, les yeux pleins de larmes, et pour la première fois depuis des mois, il sourit. De retour en Provence, Stéphane savait ce qu'il devait faire. Mais Nathalie fut plus rapide. Avant qu'il ne puisse révéler quoi que ce soit, la presse explosa avec une nouvelle dévastatrice. Une infirmière radiée infiltre la maison d'un multimillionnaire et manipule des enfants vulnérables. Des photos de Camille, des articles détaillant sa prétendue négligence, des interviews de spécialistes affirmant qu'elle représentait un danger. Le service de protection de l'enfance fut saisi, et Camille fut éloignée de la maison par mesure de protection. Léa et Zoé s'effondrèrent. Elles cessèrent de manger, de dormir, et retournèrent à un silence absolu, encore plus hermétique qu'avant. En voyant ses filles dépérir, Stéphane prit la décision la plus importante de sa vie. Il allait détruire Nathalie Moreau. Il engagea les meilleurs enquêteurs privés de France, des auditeurs financiers, des avocats spécialisés en fraude médicale, et commença à creuser. Ce qu'il découvrit dépassait l'imagination. Nathalie avait falsifié des diagnostics pour des dizaines de patients au fil des ans. Elle détournait des fonds de recherche, manipulait des rapports pour justifier des traitements inutiles et coûteux, utilisant Santé France comme sa plateforme d'enrichissement personnel. Et il y avait d'autres victimes, nombreuses. Parmi elles, Camille. Le cas de négligence qui avait ruiné sa carrière était un montage de toutes pièces. Le patient était en phase terminale, son décès inévitable. Mais Nathalie avait signé un faux rapport accablant Camille pour protéger un médecin influent de Toulouse, un de ses amis. Stéphane ressentit un mélange de dégoût et de culpabilité. Il avait cru Nathalie. Il avait failli perdre ses filles à cause d'elle. Les preuves furent remises au parquet national financier. Les médias d'investigation s'emparèrent de l'affaire. En quelques semaines, le scandale était à la une de tous les journaux en France. Nathalie tenta de nier, de contre-attaquer, mais les documents étaient irréfutables. Le procès fut rapide. Nathalie Moreau fut reconnue coupable de fraude médicale, de falsification de documents, de détournement de fonds et d'association de malfaiteurs. 30 ans de prison, perte définitive de son droit d'exercer, restitution de toutes les sommes détournées. Et Camille fut complètement innocentée. Son dossier fut rouvert et le rapport de Nathalie annulé. Elle récupéra son droit d'exercer et reçut des excuses publiques. Mais rien de tout cela n'avait autant d'importance que ce qui se passa le jour où elle retourna à la maison de campagne. Stéphane lui ouvrit la porte. Camille se tenait là, nerveuse, une petite valise à la main. « Les filles ont demandé que tu reviennes, » dit-il, la voix étranglée par l'émotion. Et de l'intérieur de la maison, deux voix crièrent à l'unisson, « Camille !» Léa et Zoé dévalèrent les escaliers et se jetèrent dans ses bras, pleurant, riant, parlant sans s'arrêter. « Tu es revenu. On savait que tu reviendrais. Tu ne pars plus, hein ?» Camille les serra fort, les larmes coulant librement sur ses joues. « Plus jamais, mes princesses. Plus jamais. » Stéphane observait la scène de loin et comprit enfin. Tout ce dont ses filles avaient besoin ne pouvait s'acheter. C'était la présence, l'affection. C'était Camille. Dans les mois qui suivirent, la maison de campagne se transforma. Ce n'était plus un lieu froid et silencieux. Il y avait de la musique, des rires, de la vie. Stéphane créa la Fondation Le Roi, dédiée à la lutte contre la fraude médicale et à l'aide aux enfants victimes de traumatismes. Camille devint conseillère clinique de la Fondation, et Léa et Zoé redevinrent des enfants à part entière. 10 ans plus tard, Léa et Zoé, désormais âgées de 15 ans, montèrent sur la scène lors d'un événement de la Fondation Le Roi. Des centaines de personnes dans le public. Léa, tenant fermement le micro, déclara « Quand j'avais 5 ans, j'ai perdu ma mère et j'ai perdu ma voix. Les médecins ont dit que je ne reparlerai jamais. Mais ils avaient tort. Parce qu'une femme simple au cœur immense m'a montré que la guérison ne vient pas des médicaments chers ou des machines modernes. Elle vient de l'amour, de la présence, de quelqu'un qui se soucie vraiment de vous. Camille nous a sauvés. Et aujourd'hui, je veux être comme elle. Je veux sauver d'autres enfants. » Le public explosa en applaudissements. Camille, assise au premier rang, pleurait. Stéphane, à ses côtés, lui prit la main et murmura « Merci pour tout. » Aujourd'hui, Léa est pédiatre, spécialisée dans les traumatismes infantiles. Zoé est psychologue pour enfants.
Elles travaillent toutes les deux à la Fondation Leroy. Camille est la directrice clinique de la Fondation et la marraine officielle des jumelles. Et Stéphane a appris qu'être multimillionnaire ne signifie rien si l'on n'est pas présent. Il consacre sa vie à des causes sociales, à la Fondation, et à être le père que Léa et Zoé méritent. La maison de campagne en Provence, près d'Avignon, qui fut un jour un tombeau silencieux, déborde maintenant de joie. Car au final, la plus grande fortune de Stéphane ne se trouvait pas sur ses comptes en banque. Elle résidait dans les voix de ses filles, et dans la femme qui les leur avait rendues. Abonnez-vous à la chaîne, commentez en indiquant de quelle ville vous êtes, et à la prochaine histoire.